Bonjour. Je suis Joshua, 32 ans, et ma famille m'a coupé les ponts pendant 4 longues années pour ensuite entrer dans mon restaurant sans y être invité, un mardi soir très chargé, et exiger 15% de mon entreprise. Avant de vous raconter le véritable cauchemar juridique que je leur ai fait subir, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le coup de feu du soir dans mon restaurant du centre-ville d'Austin fonctionnait comme un moteur parfaitement huilé. Il était 19h15, le moment exact où la salle à manger atteignait ce point idéal d'harmonie chaotique. L'éclairage tamisé, chaud et ambré se reflétait doucement sur les murs en bois récupérés. Du bois que j'avais personnellement poncé et teinté il y a 3 ans, quand je ne pouvais pas me permettre un entrepreneur. L'air de la pièce était lourd du parfum enivrant du chêne carbonisé provenant du grill. Au feu de bois, de la note herbacée piquante du romarin frais et des riches notes sombres du cabernet coûteux que nous servions au verre. J'ai bâti 7 endroits de toute pièce. Chaque clou dans les planches du parquet, chaque article du menu provenant de producteurs locaux, chaque pièce de garniturant. Laiton brossé au-dessus de la porte d'entrée avec mon nom gravé dessus. C'était le mien. C'était le seul vrai foyer que j'ai jamais connu. J'étais au passe en cuisine, essuyant le rebord d'une assiette contenant des noix de Saint-Jacques parfaitement poêlées, lorsque ma gérante de salle, Priya, a franchi les lourdes doubles portes en acier inoxydable. Elle ne marchait pas. Elle glissait pratiquement, mais sa posture était complètement anormale. Elle serrait son presse-papier de réservation en bois contre sa poitrine, ses jointures blanchies, ses yeux sombres étaient grands ouverts, et elle me regardait comme les gens regardent quelqu'un qui vient de s'aventurer aveuglément du trottoir dans la circulation. Joshua, dit-elle, la voix tendue et à peine plus qu'un murmure, essayant clairement de ne pas alerter les cuisiniers derrière moi. Il y a une famille à la table 7, un homme, une femme et un jeune homme. Ils n'avaient pas de réservation. Ils ont dépassé le stand d'accueil en disant « Vous comprendriez ». J'ai immédiatement compris. La température dans ma poitrine est tombée à 0 absolu. Tout le bruit ambiant de la cuisine. Le grésillement des poêles, les ordres criés, le tintement des couverts s'est estompé en un bourdonnement sourd et sous-marin. Je n'avais pas parlé à un seul membre de ma famille depuis 4 ans. Je ne les aurais pas appelés pour organiser mes propres funérailles. Ils m'avaient effacé de leur vie dès que j'avais cessé de leur être utile. J'ai pris une lente et profonde inspiration, forçant mon rythme cardiaque à rester stable. J'ai défait mon tablier taché, les plié méthodiquement sur le comptoir de préparation métallique et élissé. Ma veste de chef. Garde la cadence, ai-je dit à Chloé, ma sous-chef. Puis, j'ai franchi les portes battantes et suis entré dans la salle à manger. La table 7 était ma meilleure table. Elle était placée juste à côté de la grande fenêtre avant, offrant une vue parfaite et dégagée sur la scintillante ligne d'horizon d'Austin. Et les voilà, assis au milieu de mon sanctuaire commun. Sombre nuage. Mon père, David, était assis au centre. Il avait un verre de mon Cabernet Maison devant lui, un verre de vin à $22 qu'il n'avait absolument pas payé. Il portait son costume marine sur mesure, celui qu'il mettait quand il voulait intimider les directeurs de banque. À côté de lui était assise ma mère. Sarah, ses lunettes de lecture perchées précairement sur le bout de son nez. Alors qu'elle faisait défiler son téléphone sans y prêter attention, sa posture rayonnant un ennui profond pour la conversation avant même qu'elle n'ait commencé. Et en face d'eux était assis mon frère aîné, Matthew, l'enfant prodige. Il était agressivement penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, projetant la confiance arrogante et imméritée d'un homme qui posséderait tout le bâtiment. Il n'en possédait pas un pouce carré. Moi si. Posé juste à côté de son verre d'eau, délibérément placé pour que le logo capte la lumière, se trouvait un lourd porte-clés en cuir avec l'écusson doré d'une Porsche. Mon père a levé les yeux de son menu en me voyant approcher. Il a souri.
C'était ce sourire facile et terrifiant d'un homme qui croit que le monde entier est obligé de plier à sa volonté. C'était un sourire qui faisait comme si les 4 dernières années de silence assourdissant n'avaient jamais eu lieu. Le voilà, annonça mon père d'une voix forte, attirant l'attention d'un couple voisin qui se disputait la garde de leur chien. Regarde comme tu es bien habillé, Joshua. Je me suis arrêté juste au bord de la table. Je n'ai pas tiré la 4e chaise vide. Je ne me suis pas assis. J'avais besoin de l'avantage de la hauteur. J'avais besoin du petit avantage psychologique d'être la seule personne debout. Vous devez partir, ai-je dit. Ma voix était complètement neutre, dépourvue de toute chaleur ou bienvenue. J'ai une salle pleine dans 20 minutes, et cette table est réservée. Nous n'allons nulle part. Ma mère n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son écran de téléphone. Nous avons fait un long chemin, Joshua, ajouta mon père, faisant tourbillonner le vin dans son verre. Le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de respect et de nous écouter. Vous avez conduit 2 heures. Depuis San Antonio, ai-je rétorqué froidement. C'est un trajet direct sur l'autoroute. Ce n'est pas un pèlerinage. Sortez de mon restaurant. Ne fais pas l'intelligent. Ma mère a claqué. Elle a finalement posé son téléphone face contre terre sur la nappe blanche et a croisé ses mains manucurées. Elle avait l'air plus âgé, les rides autour de sa bouche plus profondes. Mais le tranchant manipulateur dans ses yeux était toujours aussi aiguisé. Ton frère a besoin de ton aide. C'est tout. Nous ne serions pas là si ce n'était pas une urgence. Matthew m'a regardé alors pendant une fraction de seconde. La façade arrogante s'est fissurée et j'ai vu une ombre de panique réelle traverser son visage. Pas de honte. Il n'était pas capable de honte. C'était une peur brute et désespérée. Puis il la masquait, se penchant encore plus en arrière sur sa chaise. Belle endroit, murmura-t-il, regardant autour de la pièce. J'ai fixé le papier. Je ne l'ai pas touché. Le simple fait d'être près de lui me semblait toxique. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Dangereux. Vous avez apporté un document rédigé par un avocat pour donner à mon frère une part dans l'œuvre de ma vie. Vous avez conduit 2 heures sans prévenir, m'avez pris en embuscade à mon lieu de travail, et vous attendez que je cède 15% de mon entreprise entre l'apéritif et le plat principal. Nous savions que tu ne répondrais pas à nos appels, dit simplement mon père, prenant une lente gorgée de mon vin. Il y a une très bonne raison à cela. David. Ma mère est passée à sa voix de mère triste et patiente. Le registre exact qu'elle utilisait pour me culpabiliser et me faire les corvées de Matthew quand nous étions adolescents. Joshua, ton frère a fait des erreurs. Avec sa dernière entreprise. Il essaie de se remettre sur pied. Regarde juste autour de toi. Elle a fait un large geste vers le plafond voûté, le baran. Acajou brillant, le personnel de salle se déplaçant avec grâce. Tu as tout ça. Il n'a rien en ce moment. Il fait face à la ruine totale. Est-ce que cela te semble juste? Rester sur tes grands chevaux pendant que ton propre sang se noie. Est-ce que cela ressemble à une famille? Je l'ai regardé. L'audace était époustouflante. J'ai pensé à mon studio glacial il y a 4 ans. J'ai pensé à manger des nouilles instantanées bon marché la veille de Noël, entièrement seul, parce que je ne pouvais pas me permettre un billet de bus à $20 ou un repas décent. J'ai pensé au poids écrasant de la dette secrète sous laquelle il m'avait enterré. L'héritage de misère qu'il m'avait imposé. Je dois retourner à ma cuisine, ai-je dit, gardant ma posture rigide. Je vais demander à Priya de vous apporter l'addition pour le vin, et ensuite je veux que vous partiez. Nous ne partons pas. La voix de mon père a baissé d'une octave.
Le faux sourire a complètement disparu, remplacé par de l'acier froid et dur. Tu dois à cette famille, Joshua. Je ne veux pas que cela tourne mal ce soir, mais je le ferai absolument. Il s'est penché en avant, posant ses lourds coudes sur la table, envahissant mon espace. Tu veux que je commence à parler à tes investisseurs privés? À ton propriétaire? Je sais exactement qui possède cet immeuble. Marcus Chin détient ton bail commercial ici. Marcus et moi sommes allés à la même église pendant 15 ans. Nous avons joué au golf. Un coup de fil de ma part, Joshua. Un seul coup de fil et je peux te rendre la vie très, très compliquée. Voilà, le couteau se glissant entre les côtes. La vraie raison pour laquelle ils étaient venus un mardi soir. C'était un chantage. Une pure extorsion enveloppée dans le poison des liens familiaux. Je l'ai regardé. Pendant un long et atroce moment. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. Je ne l'ai pas laissé voir mon cœur martelé contre mes côtes, la montée soudaine d'adrénaline inondant mes veines. Donnez-moi jusqu'à la fin du service, ai-je dit, ma voix étrangement calme. 22 heures, je reviendrai à 7 table et nous parlerons. Mon père s'est penché en arrière, profondément satisfait. Il a tapoté le papier plié sur la table. C'est tout ce que nous demandons. Prends ton temps. Nous allons commander des amuse-gueules. Je me suis retourné vers la cuisine. Je n'ai pas paniqué. Je veux être très clair là-dessus car ce qui a suivi a exigé que je sois plus froid et plus calculateur que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai dépassé les cuisiniers affairés, ignorant les cris frénétiques des commandes et j'ai verrouillé la lourde porte de mon petit bureau arrière. La pièce était à peine plus grande qu'un placard. Elle sentait intensément les grains de café torréfié, le papier d'imprimante humide et l'épuisement. Je me suis affalé lourdement sur ma chaise de bureau bon marché et j'ai fixé aveuglément l'écran lumineux de mon ordinateur portable. Mais je ne voyais pas les feuilles de calcul d'inventaire hebdomadaire ou les données de paie. Je regardais droit dans le passé. Quand j'avais 19 ans, je cumulais 2 emplois. Éreintant au salaire minimum, retournant des hamburgers le jour et réapprovisionnant les rayons des épiceries la nuit, essayant désespérément de payer mes études culinaires. Mes parents m'avaient fait comprendre très tôt qu'il n'y avait absolument aucun fonds pour mes études. Chaque centime que cette famille générait avait été canalisé vers les diverses entreprises en démarrage. Raté de Matthew et son style de vie coûteux. J'étais seul. Un mardi après-midi. Pluvieux, j'ai essayé d'obtenir un bail d'appartement basique et bon marché près du campus. J'ai rempli les documents, remis mes frais de dossier et attendu. 10 minutes plus tard, l'agent de location est sorti. Elle m'a regardé avec un mélange de profonde pitié et de dégoût et m'a remis une copie imprimée de mon rapport de crédit. Il y avait une énorme marque rouge sanglante au centre de mon historique financier, un prêt personnel de 32 000 $. Il était complètement en défaut, enfoui sous les frais de retard, et avait été envoyé à des agences de recouvrement agressives il y a des mois. Il avait été contracté en utilisant mon nom, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. Je me souviens être sorti en trébuchant de ce bureau et m'être assis sur le trottoir en béton, mouillé à l'extérieur. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber mon téléphone portable bon marché 2 fois avant de finalement réussir à composer le numéro de mon père. Quand il a répondu, il n'a même pas eu l'air surpris. Il n'a pas eu l'air coupable. Il a eu l'air agacé que j'interrompe sa journée. Il l'a carrément admis. Il m'a dit que l'entreprise de logistique de Matthew avait traversé une période difficile, qu'ils avaient désespérément besoin de liquidité pour le maintenir à flot, et puisque mon crédit était une page blanche. De toute façon, c'était le choix logique d'utiliser mon identité. Nous allions le rembourser,
avait dit mon père au téléphone, son ton dégoulinant d'une épaisse condescendance, mais des choses se sont produites. Joshua. Le marché a tourné. Tu vis sous notre toit. Tu manges notre nourriture. Nous avons payé tes appareils dentaires. C'est juste ce que fait la famille. Tu encaisses le coup pour ton frère, tu reconstruiras ton crédit avec le temps. Il m'a fallu 2 années de travail manuel atroce et écrasante pour rembourser une dette que je n'avais jamais signée. J'ai fait des doubles quarts de travail. À la suite, j'ai vendu ma seule voiture et j'ai marché 3 miles jusqu'au travail sous la pluie glaciale. J'ai détruit les meilleures années de ma vingtaine juste pour réparer le désastre frauduleux que mon père avait créé pour sauver son enfant prodige. Quand le solde a finalement atteint 0, je n'ai pas fêté. J'ai changé mon numéro de téléphone, fait mes 2 valises et déménagé à Austin au beau milieu de la nuit. Je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai accepté alors et là que je n'avais pas d'héritage, pas de filet de sécurité et pas de famille. Mon téléphone a vibré violemment sur le bureau, me ramenant violemment à la réalité présente. Je l'ai décroché. C'était un message texte d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. C'était mon oncle Carter. Salut Josh, juste pour info. Ton père est au courant pour le restaurant. Il a découvert à quel point tu réussis bien et le genre de salaire que tu gagnes maintenant. Il se dirige vers toi ce soir. S'il te plaît, sois juste généreux. Souviens-toi, le sang est plus épais que l'eau. Ne fais pas de scène. J'ai serré le téléphone si fort que le protecteur d'écran en verre a grincé. Comment diable mon père a-t-il pu le savoir? J'ai gardé ma vie personnelle complètement en dehors des réseaux sociaux. J'ai spécifiquement utilisé une SARL aveugle pour masquer ma propriété du restaurant des registres publics. Quelqu'un a dû le leur dire. Quelqu'un qui connaissait mon revenu exact, mon succès et mon emplacement physique. J'ai fait défiler furieusement mes contacts et j'ai appelé Wyatt. Wyatt était un vieil ami de mes jours à l'école de cuisine. Il y a 2 mois, il est passé par Austin. Malchanceux, traversant un divorce brutal et houleux. Je me sentais mal pour lui. Je lui ai offert des repas gratuits pendant 1 semaine, les laissé dormir sur le canapé de mon appartement, et lui ai même montré mes prévisions financières privées pour l'encourager à créer son propre établissement. Wyatt a répondu à la 2e sonnerie, de la musique hurlant en fond. Salut, mec. Soirée chargée au Golden Goose. Wyatt, ai-je dit, ma voix dangereusement basse, dépouillée de toute chaleur amicale. As-tu parlé à mon père? La musique enfonce et soudainement tue. Un silence coupable pesant a empli la ligne. Josh, mec, écoute. Wyatt a balbutié. Sa voix a monté d'1 octave. Il m'a appelé. Il avait l'air vraiment inquiet pour toi, mec. Et tu sais, j'ai mentionné à quel point le restaurant marchait bien, à quel point ton salaire est faramineux maintenant. Je n'ai pas pensé que c'était grave. C'est ton père. Tu m'as vendu. Ai-je murmuré, la trahison brûlant comme de l'acide de batterie dans ma gorge. Tu savais exactement ce qu'il m'avait fait. Je t'ai parlé des 32 000 $. Et tu leur as donné mon adresse exacte et mes informations financières. Allez, ce sont tes parents. Il a dit que Matthew avait de gros problèmes. J'ai pensé que tu voudrais intervenir et aider. Ne sois pas si avide, Josh. J'ai raccroché le téléphone. Une sombre maladie familière s'est tordue dans mes entrailles. C'était de la pure jalousie. Wyatt a vu ce que j'avais construit à partir de rien, et une partie sombre et mesquine de lui voulait le voir mis à l'épreuve. Il voulait me voir ramené à son niveau. C'était le monde dans lequel je vivais. Si je montrais la moindre once de faiblesse ce soir,
ma famille me viderait jusqu'à ce que je sois de retour sur ce trottoir. Mouillé, sans rien. J'ai ouvert un nouveau message texte. J'ai tapé 3 mots. La seule personne en ville à qui je faisais vraiment confiance de ma vie. Ils sont là. Table 7, j'ai besoin de toi. 3 points sont apparus presque instantanément. Puis sa réponse, j'arrive. Ne signe pas un seul papier. 25 minutes plus tard, il y eut un coup sec et autoritaire sur la lourde portant acier de l'allée arrière de la cuisine. J'ai dépassé un commis de salle portant une pile d'assiettes sales et j'ai ouvert le pen. Diana est sortie de la nuit humide du Texas et est entrée dans la chaleur chaotique de ma cuisine. Diana avait 60 ans, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés et la posture impeccable et terrifiante d'une femme qui avait passé 30 ans à déchirer les avocats adverses dans des salles d'audience d'entreprises à forts enjeux. Elle était associée principale dans l'un des cabinets d'avocats les plus impitoyables de l'État. Plus important encore, elle était mon avocate, ma mentor, et la chose la plus proche que j'avais d'une vraie mère. Quand j'étais juste un cuisinier de ligne de 22 ans avec un rêve et zéro capital, elle a regardé mon premier plan d'affaires, a encerclé 6 clauses qui m'auraient ruiné en un mois. Et a passé 3 heures à m'apprendre comment le reconstruire afin que je ne sois pas dévoré vivant par des investisseurs prédateurs. Elle est entrée sur le carrelage, ses talons hauts de créateur coûteux claquant sèchement. Elle n'a pas perdu une seule seconde en plaisanterie. Où sont-ils? A-t-elle demandé, ses yeux balayant la cuisine. Table 7, fenêtre avant. Ils boivent mon meilleur vin, ai-je répondu. Nous sommes rapidement entrés dans mon bureau. J'ai verrouillé la porte derrière nous, nous isolant du bruit. Je ne me suis pas assis. J'ai arpenté la petite pièce comme un animal en cage. Pendant que je la briefais. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la dette. De 200 000 $ dans laquelle Matthew était censé se noyer. Je lui ai parlé de la demande d'une participation immédiate de 15% dans l'œuvre de ma vie. Et enfin, je lui ai parlé de la menace spécifique de mon père concernant Marcus Shinn et mon bail commercial. Diana a écouté, son visage un masque de pierre illisible. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a calmement ouvert son élégant ordinateur portable argenté, l'a posé sur mon bureau et s'est connecté à mon Wi-Fi sécurisé. Ses doigts volaient sur le clavier avec une précision mortelle. Tout d'abord, dit Diana, les yeux fixés sur l'écran. Lumineux, sa voix dégoulinant de dédain. Ton père est un idiot arrogant. Marcus Shinn ne se soucie pas de la politique locale de l'église ou du handicap de golf de ton père. Marcus se soucie du rendement. Tu paies ton loyer commercial en avance chaque mois, et l'achalandage que ton restaurant génère. Augmenter la valeur de la propriété de tout ce pâté de maison de 20%. De plus, Marcus et moi jouons au golf un dimanche sur 2. Je m'en occuperai. Personnellement. Cette menace est complètement vide. C'est un bluff pour effrayer un enfant. J'ai laissé échapper un long soupir rauque, sentant une partie de la tension s'échapper de mes épaules. D'accord, bien. Mais quand est-il de Matthew? Mon père a apporté un contrat rédigé. Ils veulent des capitaux propres ce soir, Diana. Ils ne partiront pas sans sang. Voyons. Exactement pourquoi ton frère est soudainement si incroyablement désespéré? Murmura-t-elle. Elle s'est connectée à une série de bases de données de registres publics propriétaires et d'outils de recherche d'actifs approfondis que seuls les avocats de haut niveau et les enquêteurs privés payaient. Je me tenais juste derrière sa chaise, regardant les données défiler sur l'écran. Il est venu ici en Porsche, ai-je noté amèrement. Il a les clés posées juste sur la table à côté de son verre d'eau. Il aime montrer sa richesse. Diana a lâché un rire sec et totalement dénué d'humour. Une Porsche? Joshua? Regarde l'écran. Elle a pointé un doigt manucuré sur une ligne de texte. Surligné.
Matthew ne possède pas de Porsche. C'est une location commerciale à court terme sous une société écran qui a déposé le bilan, chapitre 11, il y a 3 semaines. Il conduit une voiture de location qu'il ne peut absolument pas se permettre, probablement pour sauver les apparences auprès de ses créanciers. Elle a continué à fouiller, ses yeux se plissant alors qu'elle affichait des documents judiciaires. Il se vantait sur LinkedIn le mois dernier d'une promotion massive dans une entreprise de logistique à Dallas. C'est complètement faux. C'est un entrepreneur indépendant et il est actuellement poursuivi par 3 prêteurs privés aux méthodes musclées. Ces $200 000 ne sont pas un prêt bancaire standard. Joshua, c'est une dette privée non garantie. Ce sont des prêteurs privés aux méthodes musclées. Le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres de recouvrement polies lorsque vous manquez un paiement. Ils envoient des hommes à votre porte pour casser des choses. J'ai fixé l'écran, un sentiment de vindication nauséabond m'envahissant. Mon frère, l'enfant prodige. Celui qui était toujours considéré comme plus intelligent, meilleur et plus méritant aux yeux de mes parents, était une fraude complète et totale. Il était assis là, dans ma magnifique salle à manger, prétendant être un investisseur de haut vol me faisant l'honneur de sa présence, tandis que toute sa vie était un château de cartes en train de prendre feu. Il a besoin des 15% de participation dans ton restaurant pour montrer à ses prêteurs violents qu'il a des garanties tangibles, expliqua Diana, fermant les onglets du navigateur un par un, cela prouve qu'il a des actifs. Cela lui fait gagner du temps. Il veut utiliser l'œuvre de ta vie comme bouclier humain pour sauver sa propre peau. Si j'appelle les flics maintenant et que je les fais expulser formellement de la propriété, que se passe-t-il, ai-je demandé, regardant la porte. Ils partent, dit simplement Diana, se tournant vers moi. Il retourne à San Antonio. Matthew fait défaut sur ses prêts et les prêteurs le déchirent. Mais ton père passera les 5 prochaines années à salir ton nom auprès de tout ce que tu as connu. Il essaiera d'empoisonner tes fournisseurs et ta réputation. Et le pire de tout, il s'en tire avec ce qu'ils t'ont fait quand tu avais 19 ans. La fraude de $32 000. Elle disparaîtrait juste dans le passé sans conséquence. J'ai pressé mes paumes à plat contre le bureau en bois. La colère qui bouillonnait dans mon sang depuis 4 années solitaires s'est soudainement cristallisée en quelque chose d'entièrement froid, aiguisé et brutalement ciblé. Je ne veux pas qu'il parte simplement, ai-je dit, regardant Diana droit dans les yeux. Je veux que ça se termine définitivement. Je veux construire un mur légal si haut qu'ils ne pourront jamais le franchir. Diana a étudié mon visage pendant un long moment. Un lent sourire prédateur a effleuré les coins de sa bouche. Bien, car j'ai une idée très précise. Matthew possède-t-il une propriété immobilière? Quelque chose qui est réellement titré à son nom. Une maison, ai-je dit rapidement. À Pflugerville, mes parents lui ont donné l'apport de $80 000 il y a 5 ans. Autant que je sache, c'est le seul actif tangible qu'il possède. Diana a ouvert un nouveau logiciel de rédaction juridique. Donnez-moi 20 minutes. Vous devez retourner dans cette salle-là. Manger et faire la performance de votre vie. Vous devez avoir l'air brisé. Joshua. Vous devez avoir l'air exactement du petit garçon faible, soumis et obéissant qu'ils attendent que vous soyez. Les doigts de Diana ont attaqué le clavier de l'ordinateur portable avec une vitesse rythmique terrifiante. Je rédige un document entièrement nouveau, expliqua-t-elle sans lever les yeux de l'écran lumineux. Il fera exactement 11 pages. Il aura l'air dense, ennuyeux et standard. La page de garde ressemblera remarquablement au transfert de capitaux propres que votre père a apporté, mais la structure interne est complètement différente. Je me suis penché, regardant les blocs denses de texte juridique apparaître sur l'écran. Qu'est-ce qu'il fait réellement? C'est un accord de prêt commercial garanti, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une précision juridique absolue.
Vous ne lui donnez pas une seule goutte de capitaux propres dans ce restaurant. Vous offrez à Matthew un prêt commercial de 200 000 $ de votre SARL à son entité personnelle, explicitement indiqué dans le but de satisfaire ses créanciers agressifs. Mais voici le hic. Le prêt est garanti personnellement par Matthew et adossé à une hypothèque principale exécutoire sur sa maison à Fluggerville. Il ne signera jamais ça, ai-je soutenu, secouant la tête. Mon père lit les contrats. Il est arrogant, mais il n'est pas aveugle. Il verra la clause d'hypothèque. Il ne lira pas celui-ci, a rétorqué Diana avec fluidité, soulignant un paragraphe et changeant la taille de la police. Pas si vous vendez le récit. Les gens voient ce qu'ils veulent désespérément voir. Votre père veut voir un fils terrifié et abattu qui abandonne. Il veut la victoire ultime. Si vous lui remettez une épaisse pile de jargon juridique et lui dites que ce ne sont que des documents de conformité pour les investisseurs afin de vous protéger de l'IRS, son ego massif fera le reste. Il précipitera la signature pour vous piéger. Elle a appuyé sur la commande d'impression. La lourde imprimante laser dans le coin de mon bureau s'est mise à ronronner, crachant des pages nettes et chaudes de destruction financière absolue. Il y a encore une chose, dit Diana, retirant les pages du bac et les tapant en une pile soignée. Elle m'a tendu le lourd dossier. Ce contrat vous donne un immense levier sur sa maison, mais je veux un levier sur votre père. Je veux que la fraude originale de 32 000 $ soit explicitement enregistrée. Le Texas est un État à consentement unilatéral pour l'enregistrement des conversations. Je dois vous faire avouer à voix haute ce qu'il vous a fait il y a 9 ans. Clairement. J'ai pris le dossier. Il me semblait incroyablement lourd dans mes mains. Comme une arme chargée. S'il découvre que je l'enregistre, il partira immédiatement. Alors ne le laissez pas le découvrir, dit Diana, se levant et croisant les bras. Utilisez son arrogance contre lui. Faites-lui croire que l'admettre est son idée. Faites-lui croire que cela l'aide. J'ai hoché la tête lentement. Je suis sorti du bureau et me suis dirigé vers le petit miroir accroché près des casiers du personnel. J'ai fixé mon reflet. J'ai déboutonné le bouton supérieur de ma veste de chef. Impeccable. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, effaçant ma posture confiante. J'ai pratiqué le regard dont j'avais besoin. Vaincu, épuisé, un homme qui avait mené une longue et brutale bataille et qui avait finalement réalisé qu'il ne pouvait pas gagner contre le poids écrasant de son propre sang. Je suis entré dans la cuisine. Le coup de feu du dîner battait son plein. Les poêles grésillaient violemment. Les assiettes claquaient contre le passe. Et la machine à tickets pépiant sans relâche. Chloé, ai-je appelé ma sous-chef. Elle a levé les yeux immédiatement d'une poêle de risotto aux champignons. Sauvage. J'ai besoin que tu tiennes la ligne pendant les 30 prochaines minutes. Je gère une situation critique dans la salle à manger. Compris. Chef. J'ai le volant, dit-elle instantanément, se plaçant à ma station sans une seule hésitation. C'était ma vraie famille. Les gens qui me soutenaient. Vraiment quand les choses chauffaient trop. J'ai trouvé Liam, mon chef barman. Essuyant le comptoir en acajou. Liam, j'ai besoin d'une nouvelle bouteille de Pinot Noir de réserve et d'un grand plateau de fromages artisanaux envoyés immédiatement à la table 7, offert par la maison. Traitez-les comme de véritables VIP. Liam a levé un sourcil lourdement tatoué, mais a hoché la tête sèchement. Tout de suite, patron. J'ai pris une profonde inspiration. Serrant le dossier juridique contre mon flanc. J'ai franchi les portes battantes. Et suis entré dans la salle à manger. Le bruit ambiant du restaurant m'a envahi. Le cliquetis des couverts lourds, le bourdonnement bas et régulier des conversations, la musique jazz jouant doucement depuis les haut-parleurs du plafond. C'était la vie normale.
Alors que j'approchais de la table 7, j'ai vu mon père vérifier agressivement sa lourde montre en or. Mathieu envoyait frénétiquement des messages à quelqu'un, sa jambe sautillant nerveusement sous la table, trahissant sa panique. Ma mère refaisait son rouge à lèvres dans un petit miroir de poche argenté. Liam est arrivé exactement en même temps que moi, débouchant habilement le coûteux pinot noir et le versant généreusement dans leur verre. Il a posé le magnifique plateau de fromage au centre de la table. Et a disparu. Merci, Liam, ai-je dit doucement, prenant la 4e chaise. Vide et m'asseyant lourdement à côté de ma mère. J'ai regardé mon père à travers la table. J'ai laissé toute la fausse bravade disparaître complètement de mon visage. J'ai baissé les yeux sur la nappe, passant mon doigt nerveusement le long du rebord d'un verre d'eau vide. Vous avez gagné, ai-je dit. Tranquillement, m'assurant que ma voix se fendait juste un petit peu sur les bords. Je ne peux plus vous combattre. Je ne veux pas de drama. Je ne veux pas que vous appeliez Marcus Chien ou harceliez mes investisseurs. Je veux juste que cela se termine. Je suis fatigué. Le visage de ma mère s'est instantanément adouci en un masque de fausse chaleur écœurante. Elle a tendu la main et a posé sa main froide sur la mienne. Oh Joshua, nous savions que tu finirais par revenir à la raison. Tu as toujours été le fort de cette famille. Nous avons juste besoin que tu sois fort pour ton frère une fois de plus. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. J'ai levé les yeux vers Matthew, la vague de soulagement absolu qui déferlait sur son visage était pathétique. Il avait l'air d'un homme qui se noie à qui on vient de jeter un gilet de sauvetage. Il a tendu la main vers son verre de vin d'une main légèrement tremblante et a pris une énorme gorgée. Je le ferai, ai-je dit, faisant glisser le lourd dossier de 11 pages de Diana au centre de la table. Je donnerai à Matthew le soutien financier dont il a besoin pour survivre à cela. Mais nous devons le faire exactement à ma façon pour les comptables. Mon père a légèrement froncé les sourcils, ses yeux se posant sur l'épaisse pile de papier. Qu'est-ce que tout ça? J'ai apporté un simple document de transfert de capitaux propre d'une page. Nous n'avons pas besoin d'un roman. Vous avez apporté un bout de papier qui déclencherait un audit fiscal massif et immédiat de l'IRS pour mon restaurant, ai-je dit, ma voix imprégnée d'une fausse anxiété et frustration. Si je cède simplement 15% de capitaux propres, pour absolument rien en retour, mes comptables le signaleront comme un don familial massif et je serai frappé d'une taxe de 40% sur les plus-values. Je ne peux pas me permettre d'écrire un chèque au gouvernement pour cela en ce moment. J'ai tapoté le lourd dossier. Mes avocats ont structuré cela comme une transaction commerciale formelle et garantie. Cela semble identique sur papier. Pour les créanciers de Matthew, cela montre qu'il a le soutien financier institutionnel de ma SARL, mais cela protège mon entreprise de l'IRS. C'est de la paperasserie de conformité standard. Beaucoup de langage passe partout. Cela satisfait juste les exigences légales. Mon père a plissé les yeux, cherchant mon visage, essayant de trouver le piège. Mais son ego massif était son plus grand angle mort. Il a vu un fils effrayé et épuisé essayant désespérément de se protéger du fisc. Il n'a pas vu un prédateur le cernant dans l'eau. Bien, grommela David, fouillant dans sa veste et en sortant un lourd stylo plume argenté. Où signons-nous? Finissons en. Attendez, ai-je dit, posant ma main à plat sur le dossier pour l'arrêter. J'ai sorti mon iPhone de ma poche et l'ai posé face visible sur la table, le calant légèrement contre la petite bougie vacillante au centre. J'ai ouvert l'application de mémo vocal. La loi du Texas exige une documentation pour toute transaction commerciale de plus de $10 000 ou un accord verbal est conclu avant la signature. J'ai menti avec aisance en utilisant le jargon juridique confiant exact que Diana m'avait appris 10 minutes plus tôt.
Mon comptable insiste pour que j'enregistre une confirmation verbale des termes juste pour prouver à l'IRS que ce n'est pas un stratagème d'évasion fiscale familiale. C'est juste une formalité pour les dossiers d'entreprise. Matthew s'est agité inconfortablement sur sa chaise, ses yeux se posant sur le téléphone. Un enregistrement? Est-ce vraiment nécessaire? Je n'aime pas être enregistré. Si vous voulez l'argent ce soir, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux paniqués. Cela prend 2 minutes. Voulez-vous que les investisseurs vous lâchent, ou voulez-vous partir d'ici sans rien? Matthew a avalé difficilement sa pomme d'Adam de haut en bas, et a hoché frénétiquement la tête vers notre père. J'ai appuyé sur le bouton rouge d'enregistrement à l'écran. Le chronomètre numérique a commencé à tourner. 0102. Je dois déclarer clairement pour le dossier. J'ai commencé. Ma voix entièrement claire et mesurée, projetant parfaitement dans le microphone. Que ma société, Rennes LLC, conclut un accord de soutien financier avec Matthew. Pour satisfaire ses obligations de dette personnelle. Matthew, vous confirmez que vous n'avez pas d'actifs liquides pour couvrir cette obligation vous-même. Je confirme, murmura Matthew doucement, fixant la nappe. Très bien, j'ai tourné mon regard directement vers mon père. Mon cœur battait comme un marteau-piqueur contre mes côtes, mais mes mains posées sur la table étaient complètement stables. Maintenant, pour que mon comptable approuve cela sans le signaler comme un modèle de dons familiaux non documentés, nous devons aborder l'historique financier antérieur. Nous devons légalement séparer clairement cette nouvelle transaction du passé. La mâchoire de mon père s'est resserrée. Quel passé? De quoi parles-tu? Les 32 000 $, ai-je dit doucement, lui offrant un regard de pure sympathie fabriqué. Le prêt personnel contracté en mon nom il y a 9 ans. Mon comptable l'a trouvé dans mon ancien historique de crédit lorsque nous avons demandé le bail commercial. Elle a besoin que vous déclariez sur l'enregistrement audio que c'était une affaire familiale, informelle gérée dans le passé afin qu'elle puisse légalement la séparer de la transaction d'entreprise d'aujourd'hui. Cela vous protège en fait, papa. Cela clôt officiellement le dossier, afin que l'IRS ne puisse pas regarder en arrière. J'ai retenu mon souffle. Tout le restaurant a semblé s'estomper en un bruit blanc. Il n'y avait que nous 4, le chronomètre rouge qui défilait sur l'écran de mon téléphone, et 9 ans de traumatisme enfoui et agonisant, attendant d'être mis au jour. Mon père a regardé le téléphone. Il a regardé le lourd contrat qui promettait un salut immédiat à son fils préféré. Je pouvais pratiquement voir les engrenages tourner dans sa tête. Il faisait le calcul, admettant une vieille erreur enfouie pour assurer une victoire financière massive ce soir. Il s'est légèrement penché vers le téléphone, adoptant sa voix de patriarche la plus autoritaire et raisonnable. Pour le dossier, déclara David, articulant clairement chaque syllabe. Un prêt a été contracté au nom de Joshua il y a environ 9 ans pour un montant de 32 000 $. Il a été utilisé à des fins familiales pour aider Matthew. J'ai initié cette transaction de manière informelle à l'époque. C'était une erreur, mais c'est entièrement séparé de l'affaire d'aujourd'hui. Cette affaire est close. Je vous tiens. Un frisson glacial de victoire pure et non adultérée a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai gardé mon visage entièrement vide. Parfait. Merci. C'est exactement ce que mon comptable a besoin d'entendre. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Je l'ai laissé tourner. J'ai glissé le lourd contrat sur la table vers Matthew. Signé. Les lignes signalées à la page 11. Maman, papa, vous devez signer comme garant. Légaux sur les lignes du bas. Matthew n'a même pas lu la page de titre. Il était trop désespéré, trop terrifié par les hommes qui le traquaient. Il a saisi le stylo argenté et a griffonné sa signature si vite que le papier a
faillit se déchirer. Il a tendu le stylo à ma mère qui a signé avec un soupir dramatique de lassitude et l'a finalement remis à mon père. David a apposé sa signature arrogante sur la ligne du bas sans lire un seul mot des 11 pages. Danse de jargon juridique. Mon père m'a rendu le dossier fermé. Voilà, dit mon père, se penchant lourdement en arrière sur sa chaise et prenant une gorgée triomphante et avide de son vin. Nous en avons fini ici. Tu as fait ce qu'il fallait, Joshua. Nous sommes fiers de toi d'avoir pris tes responsabilités. J'ai pris le dossier. J'ai sorti mon iPhone. J'ai appuyé sur « Arrêter » l'enregistrement et j'ai immédiatement sauvegardé le fichier audio sur un serveur cloud sécurisé. Puis j'ai levé les yeux. Le fils fatigué, vaincu et soumis avait complètement disparu. J'ai redressé ma colonne vertébrale, laissant ma véritable posture, celle d'un chef exécutif qui dirige une entreprise d'1 million de dollars, revenir. Oui, ai-je dit doucement. Ma voix a traversé le bruit ambiant du restaurant comme une lame chirurgicale. Nous avons absolument fini. Partie 6. La tempête se calme. Mon père a froncé les sourcils, son front se plissant alors qu'il sentait le brusque et violent changement d'atmosphère à table. Qu'est-ce que ce regard? Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai posé mes deux mains à plat sur la table et je me suis penché. Incroyablement près. Je ne vous ai pas cédé 15% de mon restaurant, ai-je dit, ma voix dangereusement calme et stable. En fait, je n'ai pas cédé un seul %. Ce que vous venez de signer, Matthew, sans prendre la peine de lire une seule page, est un billet à ordre commercial garanti et juridiquement contraignant. Matthew s'est complètement figé, son verre de vin planant à mi-chemin de sa bouche. De quoi parlez-vous? Quel prêt? Je parle de votre dette de 200 000 $. J'ai continué, savourant profondément la panique pure et non adultérée qui se lisait lentement dans ses yeux. Vous voyez. Pendant que vous étiez assis ici à boire mon vin coûteux et à agir comme si vous possédiez l'endroit, mon avocate a fait des recherches approfondies. Nous avons découvert exactement à qui vous deviez de l'argent, et nous avons réalisé que ces prêteurs privés aux méthodes musclées étaient incroyablement désespérés de se défaire d'une mauvaise dette non garantie d'un gars qui conduit une Porsche louée. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un prédateur qui avait finalement piégé sa proie. Alors, il y a 30 minutes, mon avocate les a contactés directement. J'ai racheté votre dette, Matthew. Je l'ai. Et payé 60 cents pour $1 en argent pur. Ils ont envoyé les documents de transfert par email pendant que vous mangiez le plateau de fromage offert. Ma mère a haleté bruyamment, laissant tomber sa serviette en lin sur le sol. Joshua, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, ai-je dit, fixant mon frère directement dans les yeux, que ces hommes dangereux ne possèdent plus votre dette. C'est moi. Je suis votre unique créancier. Vous me devez 200 000 $. Et ce document que vous venez de signer avec joie, c'était une garantie d'actif principal. Il garantit légalement la dette contre la seule chose que vous possédez réellement dans ce monde, votre maison à Pflugerville. La couleur a complètement fui du visage de Matthew, le laissant ressembler à un cadavre. Il avait l'air de vouloir vomir sur la table. Vous avez mis une hypothèque sur ma maison? Une hypothèque principale entièrement exécutoire? Je confirme, ai-je dit en tapotant le dossier. Si vous manquez un seul paiement mensuel, ma SARL saisira agressivement votre maison, vous expulsera, vendra la propriété et conservera les capitaux propres, et il n'y a absolument rien que vous ou votre avocat ne puissiez faire à ce sujet. Petit fils de mon père a rugi, frappant sa lourde main sur la table, faisant teinter les couverts. Quelques clients à proximité ont tourné la tête, alarmés. C'est de l'extorsion. C'est illégal.
J'appelle Marcus Chin tout de suite. Je vais te ruiner, toi. Et ce restaurant pathétique. Allez-y, ai-je défié, ma voix devenant de la glace absolue. Appelez Marcus. Vous devriez savoir que Marcus déjeune dans cette même banquette tous les 3e jeudis du mois. Il adore ma cuisine. Nous jouons au golf avec mon avocate. Il pense que vous êtes une blague. Call him. Let me know exactly how it goes. La main de David a plané au-dessus de sa poche de costume. Hésitant, la réalisation écrasante qu'il n'avait absolument aucun pouvoir ici. Plus aucun levier. Est finalement venu percer son crâne. Épais et arrogant. Et quant à me ruiner, ai-je ajouté en tapotant l'écran en vert de mon iPhone. Vous venez d'avouer sur un enregistrement audio d'une clarté cristalline avoir commis un vol d'identité et une fraude électronique contre un mineur il y a 9 ans. Dans l'État du Texas, le délai de prescription pour cette fraude financière spécifique est de 10 ans. Il nous reste 1 an avant qu'il n'expire. Mon père a cessé de respirer. Le sang a fui de son visage, le laissant paraître vieux, creux et complètement vaincu. Si vous me menacez à nouveau, ai-je murmuré, me penchant sur la table si près qu'il pouvait sentir l'amande sur mon souffle. Si vous vous présentez à nouveau dans mon entreprise, si vous m'envoyez un SMS, si vous me regardez même dans ma direction générale, je porterai cet enregistrement audio directement au procureur et je m'assierai au premier rang pour les regarder vous envoyer dans une prison fédérale. Me comprenez-vous? Silence. Un silence absolu et écrasant a enveloppé la table 7. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes laides. Cette fois, son maquillage coulant. Joshua, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Non, Sarah, ai-je dit, me levant de toute ma hauteur et la regardant de haut. Je ne l'ai même pas appelée, maman. Vous n'êtes que les personnes qui m'ont donné l'ADN que j'ai dû passer des années à surmonter. Ma vraie famille est dans cette cuisine. Maintenant, foutez le camp de mon restaurant. J'ai tendu la main sous le bord de la lourde table en bois. Et j'ai appuyé sur le petit bouton de sécurité silencieux que j'avais installé il y a 1 an. Je viens d'appuyer sur le bouton de panique, ai-je déclaré platement, regardant ma montre. Le département de police d'Austin franchira ses portes d'entrée dans exactement 4 minutes. Si vous êtes toujours assis sur ces chaises à leur arrivée, je vous ferai formellement expulser et je remettrai le fichier audio aux agents dès maintenant. Matthew n'a pas attendu. Il s'est pratiquement précipité hors de la banquette, renversant son verre d'eau dans sa hâte. Il a saisi ses fausses clés de Porsche et s'est enfui par la porte d'entrée sans regarder une seule fois en arrière. Mon père s'est levé. Lentement, ses mains tremblant violemment, son ego massif brisé en 1 million de morceaux irréparables sur le sol. Il m'a regardé avec une haine pure et non adultérée, mais il n'a pas dit un seul mot. Il a attrapé ma mère fermement par le bras et l'a traînée dehors. Je suis resté là à les regarder sortir dans la nuit humide d'Austin. J'ai regardé les feux arrière de la voiture de location de Matthew disparaître rapidement dans la rue sombre. Un silence lourd, incroyablement beau, s'est posé sur mes épaules. Des années d'anxiété écrasante. De regards constants par-dessus mon épaule, de sensations du poids fantôme d'une chaîne de 32 000 $ autour de mon cou, tout s'est évaporé dans l'air. J'étais enfin vraiment libre. C'est un moment qui a tout changé lorsque j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Veuillez aimer la vidéo et laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous étiez avec moi. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences sont significatives pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Je suis resté complètement immobile près de la fenêtre avant,
regardant les feux arrière rouge de la voiture louée de Matthew disparaître dans la sombre rue d'Austin. L'humidité lourde du Texas a semblé engloutir le véhicule entier, l'effaçant de mon monde aussi facilement qu'ils avaient essayé de m'effacer il y a 4 ans. Les lumières bleues et rouges clignotantes d'une voiture de patrouille du département de police d'Austin se sont reflétées sur la vitre un instant plus tard. 2 agents ont franchi les portes d'entrée, leurs mains reposant avec prudence sur leur ceinturon. Priya les a interceptés immédiatement, sa voix calme et professionnelle. Je me suis approché, mon rythme cardiaque commençant enfin à ralentir pour retrouver un rythme normal. J'ai serré la main de l'officier principal et j'ai expliqué que les individus perturbateurs avaient juste quitté les lieux, et qu'aucune autre action n'était requise ce soir. Ils ont pris ma déposition, ont fait une rapide inspection de la salle à manger et sont partis en moins de 10 minutes. Au moment où la lourde porte vitrée s'est refermée derrière les agents, toute l'atmosphère du restaurant a changé. La tension étouffante qui avait saisi ma salle à manger s'est évaporée, remplacée par un soulagement profond et résonnant. Je me suis retourné pour faire face à ma gérante de salle. Priya se tenait près du stand d'accueil, les bras croisés. Un regard farouchement protecteur dans ses yeux sombres. « Tu vas bien, Joshua ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, ai-je dit. » Et pour la première fois de toute ma vie d'adulte, les mots étaient complètement vrais. Je vais vraiment bien. Je suis retourné vers la cuisine. Le bruit du coup de feu du dîner m'a frappé comme une vague chaude. Les poils grésillants, le hachage net des couteaux contre les lourdes planches de bois, l'odeur de l'ail et du vin blanc réduisant dans une poêle chaude. Chloé, ma sous-chef, a levé les yeux du passe. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un tablier propre et a cogné son épaule contre la mienne. C'était toute la communication dont nous avions besoin. Nous avons terminé le service du dîner ensemble, sortant des assiettes impeccables jusqu'à ce que le dernier ticket soit effacé. Quand le dernier client est parti et que le personnel a commencé le démontage de clôture, je suis retourné dans mon petit bureau. Diana était toujours assise à mon bureau. L'écran lumineux de son ordinateur portable éclairait les lignes nettes et calculatrices de son visage. Elle avait l'accord de prêt commercial de 11 pages signées, reposant soigneusement sur sa mallette en cuir. C'est fait, lui. Ai-je dit, appuyé contre le cadre de la porte. Je me sentais physiquement épuisé, comme si je venais de sprinter 10 miles, mais mon esprit était remarquablement clair. Diana a levé les yeux, son expression m'évaluant avec l'œil acéré d'une avocate d'essai chevronnée. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à la question. J'ai pensé au poids écrasant de la fraude de 32 000 $ qui m'avait volé ma jeunesse. J'ai pensé au studio misérable, au double quart de travail sans fin, à l'absence totale de fonds pour les études ou de filets de sécurité. Et puis j'ai pensé au regard de terreur absolu sur le visage de mon père quand il a réalisé que son empire de manipulation s'était effondré. J'ai l'impression d'avoir enfin remboursé une dette, ai-je dit honnêtement. Et j'ai l'impression de ne plus jamais retourner à cet endroit. Diana a hoché la tête une fois. C'était exactement le hochement de tête qu'elle donnait lorsqu'un juge statuait en sa faveur. Cela signifiait que les faits étaient établis, la victoire assurée, et aucune autre élaboration n'était nécessaire. Je déposerai l'hypothèque contre la propriété de Matthew à Pflugerville dès demain matin, a-t-elle dit en tapotant le contrat. Signé. Le greffier du comté l'enregistrera d'ici la fin de la semaine. C'est une garantie d'actifs en béton. S'il essaie de vendre la maison, de refinancer ou de contracter une autre ligne de crédit, cela sera immédiatement signalé. Vous détenez la position principale. Il ne peut faire aucune transaction financière sans votre consentement écrit explicite. Les 6 semaines suivantes ont été une
Leçon magistrale d'observation d'un système toxique se démantelant complètement. De l'intérieur. Diana a déposé les documents sans faute. Le tribunal a traité l'hypothèque commerciale sans un seul incident. Selon la vérification approfondie qu'elle a effectuée une semaine plus tard. Le monde financier de Mathieu a implosé exactement comme nous l'avions prédit. Sans les 15% de participation dans mon restaurant pour servir de bouclier. Ses créanciers sont abattus sur lui. Il a perdu la Porsche louée. Il a perdu son faux titre d'entreprise. Il a été contraint de liquider le maigre contenu de ses comptes bancaires juste pour empêcher les prêteurs privés agressifs de le traîner en justice. Dès la deuxième semaine de janvier, Mathieu avait officiellement touché le fond. Et juste là, au fond, l'attendait le billet à ordre garanti de 200 000 $ qu'il devait à son petit frère. Il n'avait pas l'argent pour le rembourser. Et, à cause de l'hypothèque que Diana avait déposée, il ne pouvait pas s'enfuir. Il était piégé dans une cage financière de sa propre fabrication. Il ne m'a jamais appelé pour discuter. Il n'a pas eu le courage. Au lieu de cela, son avocat en faillite bon marché a contacté Diana pour organiser un calendrier de paiement. Mathieu a mis en place un virement mensuel automatique vers ma SARL. Les paiements étaient petits, gérables, mais juridiquement contraignants. C'était le genre de paiement qui s'étendrait sur les 20 prochaines années de sa vie. Chaque mois, le premier du mois, une fraction de son salaire atterrissait sur mon compte professionnel. C'était un rappel constant et inévitable qu'il assumait enfin la responsabilité de ses propres échecs. Mon père a tenu exactement 3 semaines avant que son ego ne le force à me contacter. J'étais en cuisine, préparant le coup de feu du vendredi soir quand mon téléphone portable a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement un téléphone jetable ou une ligne de bureau empruntée. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le message. 10 minutes plus tard, je suis entré dans la chambre froide, entourée de caisses de produits frais, et j'ai écouté le message. C'était David. Il a parlé pendant 4 minutes ininterrompues. Il ne s'est pas excusé pour la tentative d'extorsion. Il ne s'est pas excusé d'avoir volé mon identité quand j'avais 19 ans. Au lieu de cela, il a raconté un récit follement délirant sur l'équité, la loyauté familiale et l'héritage qu'il essayait de protéger. Il a parlé de la façon dont je déchirais la famille, de la façon dont j'étais vindicatif et cruel envers les personnes qui m'avaient élevé. Il a utilisé tous les mots-clés manipulateurs de son arsenal, essayant de me faire sentir coupable d'avoir simplement appliqué le contrat légal qu'il avait volontairement signé. J'ai écouté l'intégralité du message vocal 2 fois. J'ai analysé son ton, notant le bord désespéré et rauque sous sa livraison arrogante. Il ne parlait plus d'une position de pouvoir. C'était un homme acculé criant dans le vide. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai supprimé le message vocal, bloqué le nouveau numéro et suis retourné dans ma cuisine. Le restaurant, à l'abri du chaos de ma famille, a continué à prospérer. Nous avons eu notre trimestre le plus rentable jamais, enregistré en mars. Les critiques culinaires locaux ont loué notre menu de printemps innovant, et nous avions une liste d'attente pour les réservations du week-end qui s'étendait sur 3 semaines. J'ai embauché 2 cuisiniers de ligne supplémentaire, donné à Chloé une augmentation substantielle et le titre officiel de chef exécutif, et prolongé nos heures d'ouverture. Le bois récupéré sur les murs de la salle à manger avait vieilli pour atteindre la teinte ambrée chaude exacte que j'avais imaginée il y a des années lorsque j'avais esquissé pour la première fois l'aménagement de cet endroit sur une serviette de cocktail tachée. À l'époque, j'étais un gamin de 23 ans travaillant un double quart brutal dans un restaurant. Sûr de absolument rien, sauf de la forme vague de l'avenir que j'essayais désespérément de construire. Maintenant, cet avenir se tenait juste devant moi, solide et indéniable.
Un jeudi après-midi, Marcus Chin est entré dans le restaurant pour son déjeuner habituel. Marcus était un homme tranquille et observateur d'une soixantaine d'années qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de ce pâté de maison. Il commandait toujours le saumon poêlé et un verre de thé glacé. Je suis allé à sa banquette et je me suis assis en face de lui. Nous avons parlé du marché immobilier local, du coût croissant des ingrédients et du petit problème de plomberie que nous avions réparé le mois dernier. Alors qu'il finissait son thé, Marcus m'a regardé directement. J'ai reçu un appel téléphonique très étrange il y a quelques semaines, Joshua, d'un homme nommé David Callaway. Il prétendait être votre père. Il m'a raconté une histoire très élaborée sur la façon dont vous vous livriez à des pratiques commerciales frauduleuses et a suggéré que je résilie votre bail commercial immédiatement pour protéger ma propriété. Mon estomac s'est serré brièvement. Mais j'ai maintenu son regard. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Marcus? Marcus a souri, une expression authentique et chaleureuse. Je lui ai dit que vous êtes le locataire le plus fiable et le plus travailleur que j'ai eu en 30 ans d'immobilier commercial. Je lui ai dit que votre loyer est toujours payé en avance, que votre restaurant est impeccable, et que s'il rappelait mon numéro privé pour vous calomnier à nouveau, mes avocats déposeraient une plainte pour harcèlement contre lui avant qu'il ne puisse raccrocher le téléphone. J'ai laissé échapper un souffle, un profond sentiment de gratitude m'envahissant. Merci, Marcus. J'apprécie cela plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous ne devez rien à cet homme, Joshua, dit doucement Marcus en glissant hors de la banquette. C'est vous qui avez construit cela. Protégez-le. La dernière pièce de l'effondrement est arrivée quelques jours plus tard. Ma mère m'a envoyé un message d'un nouveau numéro. Ce n'était pas un long paragraphe de manipulation. C'était juste 4 mots simples. J'espère que tu es heureux. C'était une déclaration lourde de sens, conçue pour injecter une dernière goutte de venin, une dernière graine de doute dans mon esprit. Cela devait impliquer que mon succès était construit sur leur souffrance, que mes limites étaient en fait des actes de cruauté. J'ai regardé le message texte pendant longtemps. J'ai pensé au jeune garçon qui voulait désespérément que sa mère le défende, le protège des stratagèmes de son père et des échecs de son frère. Ce garçon était parti. Il avait grandi sur le trottoir en béton mouillé devant un bureau de location. J'ai répondu 2 mots. Je les pensais avec chaque fibre de mon être. Je le suis. Puis j'ai bloqué le numéro définitivement, glissé le téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. Il est 2 heures du matin un dimanche. Le restaurant est complètement vide. Le personnel de salle est rentré chez lui à des heures. La cuisine est impeccablement propre et les lourdes portes d'entrée sont verrouillées. Je suis assis seul à la table 7, la table exacte où ma famille a essayé d'exécuter leur dernière tentative désespérée de raquette. Les lampadaires extérieurs projettent de longues ombres silencieuses sur le sol de la salle à manger. J'ai un verre de pinot noir de réserve à la main. Le même vin que Liam a versé à mon père juste avant qu'il ne signe son propre arrêt de mort financier. Je prends une lente gorgée, laissant la saveur riche et sombre se déposer sur ma langue. Le silence dans la pièce n'est pas solitaire. C'est le silence le plus beau, le plus durement gagné que j'ai jamais connu. Je regarde autour de moi le bar en acajou brillant, les accessoires en laiton, les tables méticuleusement dressées qui attendent le service de demain. Je pense au concept d'héritage. Mon père était obsédé par l'héritage. Il croyait que la lignée dictait la loyauté, que le simple fait de partager un nom de famille lui donnait le droit inhérent de consumer la vie des personnes autour de lui. Il a sacrifié mon avenir financier, ma jeunesse et ma confiance, tout cela pour préserver l'image creuse et en décomposition de son enfant prodige. Mais assis ici ce soir,
je sais exactement quel est mon héritage. Mon héritage n'est pas un héritage transmis par une famille riche. Ce n'est pas un fonds fiduciaire ou un compte universitaire qui n'a jamais existé. Mon héritage, ce sont les callosités sur mes mains. Ce sont les 2 années éreintantes que j'ai passées à rembourser. Une fraude de 32 000 $ juste pour pouvoir repartir à zéro. Mon héritage est Chloé qui a pris les commandes de ma cuisine sans une seconde d'hésitation. C'est Priya qui s'est tenue fermement près de la porte pour protéger ma paix. C'est Diana qui m'a appris à transformer la loi en une forteresse impénétrable. Je pense à Wyatt, le vieil ami qui m'a vendu pour un moment fugace de jalousie. Mesquine. Cette trahison a piqué, mais elle m'a appris une leçon vitale. La confiance n'est pas un réglage par défaut. C'est une monnaie qui doit être gagnée, respectée et protégée. Wyatt a choisi de s'aligner avec les fantômes de mon passé, et ce faisant, il est devenu l'un d'eux. Ma vraie famille ne partage pas mon ADN. Ma vraie famille est le réseau de personnes incroyablement fortes, loyales et capables que j'ai intentionnellement choisi de m'entourer. Nous avons construit ce sanctuaire ensemble, et personne, absolument personne, n'a le droit d'entrer sans invitation et d'en exiger une part. J'ai survécu à l'embuscade. Je ne l'ai pas seulement survécu. J'ai démantelé toute leur structure de pouvoir toxique. L'enregistrement audio de la confession de mon père se trouvant sécurité sur 3 serveurs cloud cryptés différents. C'est l'ultime police d'assurance. Tant que je le détiens, il ne pourra jamais me toucher. Et Matthew, l'enfant prodige arrogant, passera les 2 prochaines décennies à payer. Littéralement pour ses erreurs, finançant la même SARL qu'il a tenté de voler. C'est un résultat impitoyable, mais profondément juste. Avant de conclure cette vidéo, je veux vous laisser avec cette pensée. Nous sommes souvent conditionnés par la société à croire que la famille est un lien incassable. Que nous devons pardonner et accommoder sans fin les personnes qui partagent notre sang, peu importe à quel point elles nous blessent. Mais c'est un mensonge conçu pour maintenir les victimes piégées dans le cycle de l'abus. Vous avez le droit absolu et indéniable de vous éloigner des personnes toxiques, même si ces personnes sont vos parents ou vos frères et sœurs. Établir des limites fermées inébranlables n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de préservation de soi. Radical. Vous ne devez pas votre vie, votre succès durement acquis ou votre santé mentale à des personnes qui ne vous considèrent que comme un atout à exploiter. Si quelqu'un exige que vous vous mettiez le feu juste pour qu'il est chaud, donnez-lui une allumette et sortez. Votre paix vaut infiniment plus que leur approbation. Vous avez le pouvoir d'écrire votre propre histoire, de choisir votre propre famille et de construire une vie qui vous appartient entièrement. Merci beaucoup de vous être assis avec moi et d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Je sais que c'était lourd, mais le partager, c'est comme soulever un poids énorme de ma poitrine. Je veux vous entendre maintenant. Quelle est la plus grande leçon que vous retirez de cette histoire? Avez-vous déjà dû établir une limite douloureuse avec un membre de votre famille toxique? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Simplement laissez le mot « bien » pour que je sache que vous êtes arrivé à la fin et que ces leçons ont résonné en vous. Votre soutien signifie le monde pour moi.